Voilà, ils sont là, on va pouvoir commencer. Bonjour, bienvenue. Merci d'être là avec nous pour cette conférence consacrée au mode dégradé du système D au protocole innovant. Alors face à l'exceptionnel, les acteurs du secours et des soins d'urgence français, mais pas que, ont toujours su faire preuve d'adaptabilité. Souvent, la théorie doit s'accommoder à la dictature du terrain et c'est alors l'occasion d'expérimenter des pratiques parfois poussiéreuses, mais néanmoins efficaces. Voire de développer des idées spontanées et nouvelles, aboutissant, après retour d'expérience, à des protocoles innovants. Avec nous pour s'exprimer sur ce sujet, nous avons le docteur Yannick Godvalès. Si vous pouvez lever la main, s'il vous plaît. C'est ce monsieur. Donc du SAMU Colmar, cardiologue, médecin urgentiste, mais pas que, il nous en parlera aussi. Monsieur Florent Vallée, de la Croix-Rouge française, responsable des opérations. Le lieutenant-colonel Jean-Baptiste Estachi, conseiller technique montagne auprès du directeur de la gendarmerie, qui fait partie du PGHM, que vous l'aurez reconnu, je pense. Et le sergent-chef Samuel Mercier, infirmier urgentiste et de prévention. Et il va surtout nous parler de sa création, une station de travail médicale extra-hospitalière, très adaptée au terrain. Donc voilà, pour commencer, je voudrais juste préciser qu'il s'agit d'une conférence sous forme de discussion entre nos conférenciers, mais aussi entre nos conférenciers et vous, le public. Donc n'hésitez pas à prendre la parole si vous avez des questions ou des réactions. Surtout, n'hésitez pas. Voilà. Donc moi, j'ai une première question pour définir un peu le sujet. Question de néophyte, mais qu'est-ce que le mode dégradé? Le mode dégradé, c'est quoi? Qui veut s'exprimer sur le sujet? Le docteur Godvalès. Alors je vais être très pessimiste dans le sens où, pour moi en tant qu'hospitalier, le mode dégradé, c'est dès qu'on sort de l'hôpital. Donc tout le préhospitalier, les SAMU, les SMUR, les hélicos, tout ce que vous voulez qui intervient en préhospitalier, je le considère comme un mode dégradé parce que ce ne sont pas les conditions habituelles dans lesquelles on nous a habitués à travailler, dans lesquelles on nous a enseigné à travailler, qui sont l'hôpital. C'est quelque chose qui est difficile à comprendre, y compris pour mon personnel. Dans mon service, il y a environ 160 personnes. Quand ils arrivent, la première chose qu'ils veulent faire, c'est je viens pour faire du SMUR. Et je dis, mon coco, tu viens, tu restes 2 ans dans le service et on voit après si tu es apte à faire du SMUR. Et ça, il ne le comprend pas. Il ne le comprend pas parce que pour lui, le SMUR, c'est le Graal. C'est sortir de l'hôpital, c'est pouvoir exercer sa profession, que ce soit de l'infirmier au conducteur ou au médecin. Ils ne le comprennent pas et il faut du temps pour leur montrer des exemples, pour leur faire comprendre que finalement pour bien travailler à l'extérieur, pour bien travailler alors qu'on n'a pas nos repères, qu'on n'a pas tous nos amis qui nous entourent, qu'on est souvent seul, qu'on peut être totalement démuni, et bien pour avoir des réflexes qui sont corrects à ce moment-là, eh bien il faut déjà bien savoir travailler dans de bonnes conditions. Et ça, malheureusement, ça n'est pas enseigné dans tous nos cursus universitaires, quels qu'ils soient. On nous apprend souvent de grandes théories qui sont tout à fait justes sur le plan scientifique. Par contre, la pratique, elle est toujours laissée de côté. Et c'est quelque chose qui est très dommage dans tout ce qui est médical, que ce soit médical, paramédical, voire même ambulancier. Là aussi, ils ont du mal à comprendre pourquoi on a cet objectif de dire que le dégradé, jusqu'à preuve du contraire, si on sort de nos murs, c'est du dégradé. Alors, il y a plusieurs niveaux de dégradé, je veux bien le concevoir. Il y a le dégradé quotidien, habituel, et il y a le super dégradé. Quand on arrive au super dégradé et qu'on n'est pas préparé, en général, c'est la catastrophe, autant pour ceux qui sont en face de nous que pour soi-même. C'est quoi le dégradé quotidien et le super dégradé? Le dégradé quotidien, si on sort de nos murs. Voilà, on n'a plus nos repères. On n'a pas notre copain qui peut nous aider quand on n'a plus... Quand on oublie quelque chose, quand on n'arrive pas à faire quelque chose, on n'a pas de roue de secours. Donc c'est déjà du dégradé. Pour y faire face, il faut avoir l'habitude. Très bien. Merci. Alors au PGHM, peloton de gendarmerie de haute montagne, vous travaillez également par nature en mode dégradé? Oui, alors tous les services d'intervention en réalité sont là pour parer à une dégradation d'une situation nominale. Donc je rejoins complètement ce qu'a dit le docteur Godvalès. Notamment sur l'importance du bac à sable.
d'apprendre des gestes simples. Alors bac à sable, oui, c'est peut-être répéter les gestes de l'école, quoi. C'est un terme peut-être un peu militaire, mais donc c'est super important avant d'aller faire du secours dans des parois pour ne pas faire de redites et aller sur un sujet qu'on développera un peu plus tard. Le mode dégradé, c'est aussi le mode dégradé sur le plan juridique ou réglementaire. Donc c'est la casquette du gendarme qui reprend toujours le dessus. Mais c'est vrai qu'on a des référentiels de secourisme, par exemple, qui nous prescrivent de faire de telle ou telle façon, ou des protocoles internes au fonctionnement de tel ou tel service. Et quand on arrive sur le terrain, on se trouve confronté à des situations qui ne nous permettent pas d'appliquer le protocole. Et donc là, à partir de là, on est en mode dégradé. Nous, on a en montagne spécialement le problème par rapport au référentiel du PSE2. Et c'est vrai aussi pour les grimpes, je pense, dans certaines situations. Et donc, comme c'est un cas qui arrive régulièrement, on parlera tout à l'heure de la façon qu'on a trouvé d'essayer de normer le dégradé de tous les jours, puisque un mode dégradé, enfin, une intervention qui est régulièrement en mode dégradé, on ne peut pas s'en satisfaire. Il faut qu'on adapte nos pratiques de manière à continuer de bien faire les choses et de ne pas utiliser le mode dégradé comme une excuse pour ne pas appliquer les règles qui doivent l'être. Merci. Alors, à la Croix-Rouge française, en préparant cette conférence, on a également parlé du mode dégradé. Et vous avez aussi identifié 2 modes dégradés différents, 2 niveaux de mode dégradé. Je vais avoir du mal à être innovant là après tout ce qui a été dit. Oui, on a 2 modes dégradés. Alors par définition, on est à l'extérieur. C'est un peu comme la BSPP ou le PGHM. C'est déjà de base. Donc c'est vrai qu'on forme les gens à être à l'extérieur. Après, c'est plus simple parce que nous, la roue de secours, en termes secouristes, il s'appelle le SAMU. Donc même si lui va être en mode dégradé, on est bien content qu'ils arrivent et de les voir venir pour nous sauver, entre guillemets, ou en tout cas pour nous compléter. Non, ouais, on a 2 modes dégradés. Je dirais l'intervention du quotidien qui tourne mal, qui nous amène dans des espaces qu'on ne connaît pas, dans des situations qu'on ne connaît pas, qu'on ne voit pas en formation, qu'on ne traite jamais, mais qui sont la réalité du quotidien. Ça peut aller tout bonnement de la personne qui est dans un couloir et que le couloir fait 3 mètres carrés au total et essayer de mettre une occupe autour et de travailler et que vous n'avez pas la possibilité de sortir la personne, tout bonnement. Donc c'est déjà un mode dégradé, ça peut être un mode dégradé de travail, mais aussi de l'intervention qui se prolonge, en tout cas une dégradation courte de quelques heures, de quelques instants, de l'événement indésirable qui va intervenir sur un dispositif prévisionnel de secours. Et puis allons au mode dégradé beaucoup plus large, qui est plutôt le théâtre d'opération. Je suis désolé, je prends des mots militaires aussi. Le théâtre d'opération, qui soit à l'international, qui soit au national, ne serait-ce que la tempête Irma, par exemple, où là, on est parfaitement dans un mode dégradé le plus complet, le plus total sur tous les niveaux. Un mode dégradé qui n'a pas pu être anticipé sur la tempête Irma. C'était un peu la nouveauté. Une partie appelle à la nouveauté, une partie non. Un cyclone, on sait ce que c'est, on sait ce que ça donne, on connaît les effets. Un cyclone de catégorie 5, par définition, ça détruit tout. Donc on le sait, on a peut-être la chance ou l'avantage de le voir, d'avoir fait Haïti, d'avoir fait tout un tas d'autres endroits. Donc on connaît les dégâts. Après, les dégâts sur l'infrastructure tels qu'ils ont été, effectivement, n'étaient pas préparables en tant que tels. On ne peut pas s'attendre à un tel chaos qu'on a pu avoir sur place. Merci. Sergent-chef Mercier, donc infirmier à la BSPP. Vous, le mode dégradé, c'est tout le temps, dès l'instant que vous montez dans une ambulance de réanimation? Oui, j'ai effectivement confirmé les dires du docteur à côté de moi. Oui, pour bien expliquer ce qui se passe en préhospitalier, il faut comprendre que on est formé lors de notre cursus de 3 ans pour infirmier, un peu plus long, il me semble, pour les docteurs, à travailler en milieu hospitalier. Donc il faut comprendre qu'en milieu hospitalier, c'est le patient qui vient à nous dans notre environnement de travail, où tout est, ou au moins en tout cas on essaie de le faire, tout est adapté pour dispenser des soins dans de bonnes conditions d'hygiène, de sécurité, d'ergonomie.
Concrètement, il y a des protocoles qui sont bien installés. On sait ce que l'on doit faire quand on rentre dans la chambre du patient avec les chariots. Lorsqu'on dispense le soin, on a de la lumière, on a un toit au-dessus de la tête. S'il faut, il y a la réserve pharmacie juste à 4 mètres plus loin dans le couloir s'il manque du matériel. Bon, bref, on est dans une situation, on va dire, quelque part confortable. En préhospitalier, c'est l'inverse. C'est nous qui allons au chevet du patient. Et malheureusement, on choisit rarement l'endroit où le patient a fait son malaise, sa fracture, sa chute. Et donc, c'est ce qui expliquait très bien le docteur tout à l'heure, c'est que justement, chaque intervention, on est obligé de s'adapter à cet environnement. Cet environnement qui est, on va dire, hostile pour dispenser des soins dans de bonnes conditions d'hygiène, de sécurité et d'ergonomie. Ce que l'on a donc à l'hôpital. Et donc, ce mode dégradé consiste à s'adapter à chacune de ces situations. Donc, ce qui nous impose d'adapter cet environnement à notre pratique. Cette adaptation se fait parfois au détriment du patient, puisqu'il nous faut un peu de temps pour nous mettre en place avant on va dire, de se concentrer sur le patient. Et donc, c'est tous ces modes dégradés au quotidien qui nous font réfléchir à une façon un peu plus on va dire, adapté de répondre, en tout cas de dispenser des soins de bonnes conditions. Il faut comprendre que la médecine préhospitalière, je n'ai pas envie de dire de bêtises, mais c'est à l'issue de la Première Guerre mondiale, où on a importé en préhospitalier les techniques de soins militaires. Donc, c'est-à-dire, pendant la guerre 14-18, les tranchées, le service de santé était au plus proche de ces hommes pour soigner rapidement ces blessés, en cas d'hémorragie, en cas de blessure. Et à l'issue, donc, on s'est dit que ces techniques militaires d'hospitalisation de l'avant pourraient être importées également dans la pratique civile. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, en pratiquement un siècle, les techniques ont énormément évolué, le matériel a énormément évolué, les protocoles de soins ont évolué, les protocoles de prise en charge médicamenteuse ont évolué, mais notre environnement de travail, lui, n'a pas évolué depuis. Vous aurez l'occasion de le voir à travers un petit film qui sera montré tout à l'heure, de 2 minutes. Vous verrez dans quelles conditions, justement, on travaille, et vous allez vraiment comprendre ce que c'est, du coup, que le mode dégradé. Merci, Nicolas. Merci. Oui, docteur, vous voulez réagir? Juste en complément de ce qu'a dit mon collègue, la médecine militaire est un fantastique outil de développement des procédures dégradées. Et s'il n'y avait pas eu la médecine militaire, on n'aurait pas trouvé le sérum salé. On n'aurait pas trouvé les sérums hypertoniques qui ont été développés par les médecins militaires parce qu'ils n'avaient plus de sang, ils étaient à côté de la mer, ils ont dit on va donner de l'eau de mer. Il fallait oser. Et finalement, ça a provoqué, on a vu que ça avait de bons résultats, que ça permettait de sauver les gens et ça a développé certaines molécules de remplissage. Voilà. Donc le mode dégradé a également cette nécessité-là. Bien sûr, on y va en baissant la tête parce qu'on sait qu'on va souffrir. Mais d'un autre côté, on sait très bien que toutes ces expériences vont amener des retours qui vont être bénéfiques ensuite dans des modes non dégradés. Et ça, il ne faut pas l'oublier non plus. Très bien. Des questions dans le public? Quelqu'un souhaite réagir? Non, pas pour l'instant. Bon. Donc vous faites tous face au mode dégradé dans vos fonctions. Et nous, ce qu'on aimerait savoir, c'est on fait quoi face au mode dégradé? Qu'est-ce que vous avez développé justement pour adapter votre travail à ce mode? Alors, pour ce qui est du secours en montagne, ceux qui nous imposent toutes les contraintes, c'est le milieu. Donc, la première chose à faire, c'est de former des excellents alpinistes qui sont déjà capables de s'accommoder du milieu pour ce qui est de leur sécurité, de celle des victimes, etc. Et qui sont capables de bricoler dans le milieu. Un alpiniste, par définition, quasiment, c'est un bricoleur. Et les contraintes qu'impose le milieu sont telles que si on n'a pas des gens qui sont parfaitement aptes à s'y mouvoir, on a déjà perdu une grande partie de la bataille. Je rejoins évidemment ce que disait le sergent-chef sur le fait qu'on va chercher les gens là où ils sont. Donc on n'est pas dans la démarche classique d'un alpiniste qui choisit sa course en fonction de son niveau, des conditions météo, etc. Il faut être prêt à aller partout. Ça, c'est le premier point. Et ce point-là, finalement, conditionne une tournure d'esprit. Il faut apprendre à travailler avec peu et à travailler
en équipe. Je parle en particulier de l'équipe avec le médecin, puisque nous, le mode dégradé, c'est aussi parfois extraire une victime d'où elle est sans médecin. Enfin, c'est pas propre, c'est pas exclusif du secours en montagne, mais parfois on est obligé de réaliser une première phase de l'opération pour amener la victime au médecin, puisque le médecin ne pourrait pas travailler dans certaines parois ou certaines pentes. Donc cette formation, à part par la pratique et par la normalisation de cas qui reviennent souvent, ou de cas d'école qu'on peut transposer ensuite, je crois qu'il n'y a pas tellement d'autres solutions. Donc voilà, il faut s'entraîner sur les cas les plus fréquents et trouver des cas écoles qui peuvent se transposer par la suite. Par exemple, un secours en crevasse vous pose le problème d'arriver sur une victime par le haut en gérant un certain nombre de risques, d'aller la chercher puis de la remonter. Le schéma qu'on apprend là, dans le cas le plus difficile qui est celui de la crevasse, il se répercute très bien en paroi ou le long d'un bâtiment. Donc en créant des schémas comme ça, on préformate certains gestes et après, par l'expérience et l'entraînement, les gens vont arriver à adapter ces gestes au milieu dégradé. Enfin, au milieu où ils sont et en mode dégradé donc. Merci. On vous écoute. Alors s'il y a deux mots qu'il faut impérativement retenir en mode dégradé, c'est équipe et confiance. Équipe pourquoi ? Parce que je suis le spécialiste du soin, mon voisin sera le spécialiste du milieu, le VSAV sera le spécialiste de la mobilisation et de l'immobilisation de la victime. On ne peut pas tout faire, on ne peut pas tout savoir. S'il y a une circonstance particulière qui est la haute montagne, j'y vais pas souvent, mon voisin y va tous les jours, je lui fais confiance, c'est lui qui devient mon spécialiste de ce milieu-là. Cette confiance, elle n'est pas innée, elle n'est là que si les personnes se connaissent, si elles travaillent ensemble, si elles ont l'habitude de travailler ensemble et si elles voient comment elles travaillent ensemble. Quand j'ai un coéquipier, je sors une première fois avec lui, il travaille à peu près correctement, mais il y a des erreurs, je lui fais des remarques, je ressors une deuxième, troisième fois avec lui, il n'a pas tenu compte de ses remarques, la confiance ne sera plus là. Cette confiance-là, elle se travaille à froid, elle se travaille dans des exercices, c'est essentiel. Et plus les exercices sont compliqués, plus il y a d'enseignements qui peuvent en être tirés derrière. Et ces exercices, ils doivent impérativement être faits en collaboration multiservice. Des équipes qui sortent en monoservice quelque part, ça n'existe plus en France. Il y a toujours forcément les forces de l'ordre, les pompiers, éventuellement un secouriste qui s'est arrêté par hasard parce qu'il était le premier témoin sur les lieux. Il y a toujours une collaboration qui doit se faire à ce niveau-là et il faut que les équipes se connaissent. Et ça, c'est un travail de fond qui est essentiel, qui malheureusement ne s'improvise pas et qui malheureusement est très difficile parce qu'on connaît les ressources humaines de chaque service, quel qu'il soit. Elles sont très restreintes, c'est toujours à flux tendu et c'est très compliqué de le faire, mais c'est quelque chose qui est indispensable. Comment ça se passe à la Croix-Rouge alors ? Comment ça se passe ? Je pense comme beaucoup d'endroits, hein, c'est formation et retour d'expérience, puisque je ne vais pas redire ce qui vient d'être dit. Formation bien évidemment multiservice, hein. D'abord parce que, et c'est pas la prérogative que de la Croix-Rouge, mais toutes les associations agréées de sécurité civile, elles sont présentes au quotidien sur tous les dispositifs prévisionnels de secours, et c'est elles qui vont faire face à l'événement majeur sur un certain nombre d'endroits, et sur quelque chose qui est extrêmement déstabilisant. Donc la formation tous ensemble, l'exercice tous ensemble, et la confiance tous ensemble, et je rajouterais la connaissance des périmètres des uns et des autres. Savoir ce qu'on sait faire les uns et les autres, savoir comment on peut travailler avec les uns et les autres, c'est indispensable. Si on ne connaît pas son environnement, ça ne peut pas marcher, ça ne peut pas fonctionner au final, ou en tout cas ça posera d'autres problèmes qui vont nous amener des soucis. Sur le deuxième volet, sur de la situation d'exception, c'est bien évidemment pareil, c'est de la formation, c'est la connaissance de nos équipes, c'est de la formation interne avec la connaissance de nos équipes, donc c'est des regroupements réguliers, mais c'est aussi d'adaptabilité. C'est une grande marge d'adaptabilité, de matériel résilient, de matériel qui vont être durcis au maximum, et puis
bien souvent savoir comment s'en passer, parce que généralement quand on arrive ça marche pas à tous les coups, donc il faut trouver la solution. Le système D, c'est le bricolage, c'est l'intelligence collective, je crois, qui est le plus important dans ce type de système. C'est aussi du bricolage. Face au mode dégradé, on rentre dans un mode entre guillemets bricolage. Si je peux me permettre, là, je ne sais pas si c'est bon. Oui, effectivement, pour donner des images sur ce que c'est que le bricolage en préhospitalier ou l'adaptation, je vais prendre l'exemple tout simple de l'endroit où est-ce qu'on accroche la perfusion. À l'hôpital, c'est pas compliqué, hein, il y a la potence au-dessus du lit ou à côté. Donc on l'accroche assez facilement. En préhospitalier, on se trouve très facilement démuni, notamment quand on intervient sur un accident voie publique, par exemple. Donc là, généralement, on va mobiliser un personnel pendant, parfois ça peut aller d'un quart d'heure à 3 quarts d'heure, si on prend notre temps. Donc qui, lui, va servir de pied à perfusion avec son bras. Donc, contrairement au pied à perfusion, si le bras il est là au début, au bout de 3 quarts d'heure, il a tendance à baisser. Ce qui fait que maintenant on a les pouces sur un électrique, c'est quand même bien pratique. Il y a une période où on réglait le goutte à goutte et il faut savoir qu'effectivement la poche de perfusion à 1,50 m, si on la descend plus qu'à 50 cm, n'a pas le même débit. Donc il faut revoir ces calculs. Donc qu'est-ce que l'on fait en mode dégradé? Donc sur la VP, c'est le personnel, c'est le père, c'est le fils, c'est l'ami qui sera là, qui va tenir la perfusion pendant que nous on dispense les soins. Et par exemple, à domicile, on s'adapte. Tout le monde a déjà vu décrocher un tableau pour accrocher la perfusion au clou qui servait à tenir le tableau, ramener éventuellement un porte-manteau pour servir de pied à perfusion, ou retourner une table pour utiliser les pieds de la table comme endroit pour accrocher la perfusion. Bref, on s'adapte. Pareil en termes d'éclairage, à l'hôpital c'est génial, on a un néon juste au-dessus qui nous éclaire parfaitement. À domicile maintenant il n'y a pratiquement plus de plafonniers et on a des petites veilleuses mais qui ne sont quand même pas très pratiques quand on veut dispenser des soins dans de bonnes conditions parce qu'on n'arrive plus à avoir nos repères anatomiques. Bon, on les sent heureusement, mais pour contrôler les péremptions des produits que l'on va passer, etc., c'est un peu compliqué quand on n'a pas d'éclairage suffisant. Donc on s'adapte, on va récupérer une lampe torche ailleurs ou un halogène ou pour ramener dans la pièce. Et en fait, donc, cette adaptation, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça nous fait perdre du temps parce que sur chaque intervention, il va falloir qu'on trouve ce pied à perfusion, cet éclairage, l'endroit où on va poser notre matériel, tout simplement. Débarrasser une table de nuit pour le transformer en plan de travail ou une table basse de salon. Donc, tous ces gestes sont quotidiens, malheureusement. Et on doit se remettre en question sur chaque intervention pour s'adapter à ce fameux environnement. Après, comme bricolage, j'ai d'autres exemples qui sortent un petit peu du domaine. J'ai croisé un collègue qui a développé, lui, ce qu'il appelle une cale LVA. C'est une cale qui sert à faire la libération des voies aériennes supérieures, qui peut servir également à caler la tête lorsqu'on met la victime en PLS. C'est un constat de terrain. Tout le temps, on cherchait avant le petit coussin pour mettre sur la tête pour retourner. On pose les mains sur le côté pour faire la bascule prudente de la tête en arrière et ensuite on maintient la place. Lui, il s'est dit, mais c'est quand même fou qu'à chaque fois, on se débrouille un peu sur l'intervention et il s'est lancé dans cette idée. Je vais développer quelque chose, un petit outil qui pourra éventuellement rendre service au quotidien. C'est petit exemple. Oui, très bons exemples. Et vous d'ailleurs, vous en avez eu marre du système D et du bricolage et vous avez développé cette station de travail extra-hospitalière qui vous permet de sortir de ce mode dégradé. Puisque effectivement, quand on est on va y revenir et on pourra présenter tout ça après. Et on présentera les protocoles que vous avez pu mettre en place pour sortir de ce mode dégradé. L'objectif quand on est en mode dégradé, c'est d'en sortir le plus rapidement possible. Alors je vais vous donner une image que je donne toujours à mon nouveau personnel qui arrive au service, qui veut impérativement faire du SMUR tout de suite. Je leur dis pour les personnes qui appellent le 15, le 18, tous les services de secours, les personnes qui vont arriver, c'est Superman. C'est le héros de la situation qui va tout changer. C'est ce que les personnes voient. Pour soi qui intervient, moi, mon image, c'est E.T. maison. E.T. maison très vite. Voilà. Quand vous aurez compris ça, vous aurez compris toute la difficulté du préhospitalier. Et ils mettent du temps à le comprendre. Ils mettent du temps à le comprendre, 2 ans en règle générale. Et quand il y a les premières interventions, tout s'effondre. Et là, ils se rendent compte que finalement, tout ce qu'on leur avait dit, c'était pas encore suffisant et que c'est encore pire, souvent. Voilà.
Donc oui, il faut s'adapter, il faut avoir de l'entraînement, il faut avoir de l'entraînement dans de bonnes conditions pour pouvoir travailler dans des conditions dégradées ou voire des mauvaises conditions. Et ce qui fait que l'image que l'on peut donner de soi, elle doit être totalement différente de celle que l'on ressent. Quand on est appelé, on est le secours, on est la roue de carrosse qui vient, qui sauve la situation. Il faut que ça ne change pas, quels que soient nos a priori, nos appréhensions et notre état d'esprit. Et ça aussi, ça se travaille. Le mode nominal, c'est ce qui se fait de mieux. Et une autre définition qu'on aurait pu donner du mode dégradé, c'est qu'en mode dégradé, les petits problèmes peuvent avoir des graves conséquences. Donc oui, on veut rentrer tout de suite, parce que c'est sur le terrain qu'on voit tout ce qu'on n'arrive pas à faire et qu'on voudrait faire. C'est là qu'on voit aussi toutes des petites choses, une perfusion qui gèle. Voilà. Je pense qu'en hospitalier, non. Très sincèrement, on n'a pas réussi pour l'instant pour diverses raisons. On n'accuse personne. Les ressources humaines à flux tendu en sont certainement une des principales raisons. Après, il y a aussi le train du travail. On va dans une intervention et hop, on en sort à peine, on retourne sur une autre intervention et on continue comme ça, on enchaîne les choses et finalement on oublie pouvoir explorer et malheureusement par manque de temps, tout simplement, par manque de culture, par manque de nécessité de le faire, à mon sens, l'hospitalier n'est pas encore prêt pour ça. Ce qui n'est pas du tout le cas des autres secteurs, que ce soit les pompiers, la gendarmerie, qui ont beaucoup plus cette culture de retour d'expérience avec des protocoles bien faits, avec très bien, on a une intervention qui se soit bien ou mal passée, systématiquement, à X jours, on fait un retour d'expérience. Voilà. Et cette culture-là, il faudrait qu'elle arrive jusqu'à l'hôpital. Et malheureusement, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Une difficulté à mobiliser les personnels autour de cette notion ? À les mobiliser et à les mobiliser au bon moment. Voilà, c'est ça la difficulté. Après une garde, après une garde, on n'a qu'une envie, c'est de rentrer. Les gens veulent se reposer. On va rentrer, on veut changer de milieu, on veut retourner dans son milieu à soi, dans son cocon familial. Et le reste, ce qui s'est passé avant, on l'oublie. Revenir dessus quelques jours après, je ne pourrais pas parce que je suis de nouveau de garde. Voilà, et ainsi de suite. Un rythme infernal. Oui, sergent chef. Merci. Il me semble qu'au niveau en milieu hospitalier, vous faites quand même ce qu'on appelle la RMM, non ? Oui, c'est protocolé, c'est demandé, c'est relativement peu réalisé. C'est ça la difficulté. De quoi parlez-vous, s'il vous plaît ? La RMM, c'est des revues de morbimortalité. Théoriquement, chaque service est tenu, chaque unité est tenue de faire très régulièrement une analyse de ses expériences, de ses cas, corrélée à ce qui a été publié dans la littérature pour être certain de bien être accroché aux données scientifiques actuelles. Voilà. C'est quelque chose qui se fait maintenant entre une RMM classique, donc une revue morbimortalité, où on analyse par exemple quelles sont les nouveautés dans la prise en charge du choc septique, les derniers articles qui sont sortis. On aura du mal à accrocher là-dessus un choc septique qui s'est mal passé quelques jours auparavant, parce que la personne qui s'en est occupée, comme par hasard, ne sera pas là, elle sera prise ailleurs. Et cette difficulté-là, elle est malheureusement majeure dans les structures hospitalières. Il y a des freins aussi au rétex, soit humains, puisque c'est difficile de se mettre à nu par rapport à ce qu'on a raté. Accepter ses erreurs et les partager, c'est difficile. Les partager, c'est pas toujours facile. Et puis, il peut y avoir aussi, suivant ce qu'on a fait en mode dégradé, dans un système hiérarchisé comme chez nous, par exemple, on se demande toujours un peu de quelle manière il va falloir présenter les choses pour
pour, ne, pour que le rétex qui part qui se veut un cercle vertueux débouche pas sur une sanction ou autre. Et pourtant, il peut y avoir des fautes qui méritent sanction. Enfin, c'est un équilibre assez difficile à maîtriser. Et il faut identifier des niveaux. Alors, pour la partie secours en montagne en gendarmerie, on l'a formalisé en 2011, le rétex. Donc, tous les gens qui ont percuté sur un presque accident ou sur un incident peuvent rédiger une fiche. Il y a une cellule nationale qui l'étudie. Et on l'a classé en 2 niveaux. Il y a des niveaux de sensibilité moindres qui permettent tout de suite d'intégrer les enseignements et puis de les rediffuser. Et d'autres qui imposent une phase de réflexion, justement, savoir quelle est la forme qu'on utilise, notamment quand il y a des fautes caractérisées et quand il faut se coordonner, soit avec une enquête judiciaire sur des accidents graves, de gens de chez nous, je parle, soit avec des procédures disciplinaires qui pourraient mettre en œuvre les mécanismes d'inspection, etc. Donc il y a quand même pas mal de choses qui font que le rétex n'est pas facile. Et puis il ne faut pas confondre la décompression en groupe, où on se raconte un peu ce qu'on a fait, chacun se remet à l'aise avec l'histoire, etc. Et puis les enseignements véritables qu'on va en tirer, qui demandent une analyse et un travail beaucoup plus approfondi. Pour finir là-dessus, on a tous les ans un séminaire des référents rétex, puisqu'il y en a un par PGHM. Ils se réunissent annuellement sur 3 jours pour faire le bilan des fiches qui sont remontées dans l'année et élaborer d'emblée un programme sur 2, 3 ou 4 axes de formation. Et ce programme est un programme de formation continue qui s'impose à tous les PGHM pendant l'année à venir jusqu'au prochain séminaire. Donc on essaye de s'inscrire dans cette dynamique vertueuse. C'est pas un produit miracle, mais voilà, c'est quelque chose d'assez récent. C'est pas aussi acculturé que dans l'aéronautique par exemple, mais on essaye effectivement et on en ressent les fruits assez vite. Merci. Donc on l'a bien compris, en gendarmerie, le retour d'expérience est protocolé et depuis 2011. À la Croix-Rouge, vous avez un retour d'expérience protocolé également ? Tout dépend en fait. Le problème tout dépend de l'incident. La Croix-Rouge, c'est une grande pieuvre ou avec des grandes tentacules comme on veut. Tout ce qui est incident sécuritaire, tout ce qui est incident grave et systématiquement, il va systématiquement y avoir un retour, systématiquement un retex, voire même limite une enquête interne en tout cas, avec la particularité c'est qu'on a un siège qui est important et des tentacules sur toute la France avec nos délégations territoriales mais aussi à l'étranger. Donc un délégué qui se fait abattre à l'étranger, ce qui nous est arrivé malheureusement il y a 1 an et demi de ça, bien évidemment il y a un retex, enfin il y a enquête, mais il y a retex et il y a retex avec les différents partenaires et il y a évolution des règles de sécurité, des règles de sécurité à l'extérieur. Sur des événements, des grands événements nationaux, type Irma, type les attentats malheureusement, oui il y a un retex qui est fait. Il y a des gens, on a une personne en particulier qui coordonne les retex chez nous, donc qui va assurer un retex interne en tout cas à ce niveau-là. Et il y a des grands retex qui ont été mis en place. Pour Irma, on est en plein dedans et c'est un travail de 4-5 mois puisque c'est 500 personnes qui sont passées sur place, c'est voir l'encadrement mais aussi réussir à voir les gens à l'extérieur. Pour des événements simples du quotidien où je passe dans un environnement que je ne maîtrise plus, qui devient extrêmement dégradé, le retex il se fait à l'échelon de l'équipe, à l'échelon local, et là parfois oui, parfois non, parfois ça remonte pas, et là c'est extrêmement compliqué parce qu'on est dans les mêmes problématiques. Faut pas tomber dans la sanction, dans le jugement, c'est j'ai bien fait, j'ai pas bien fait, c'est extrêmement compliqué d'accepter ces échanges. C'est vraiment pas quelque chose de simple à mettre en place. Et ça vient doucement, c'est une culture qui vient doucement. Après, on a une culture natine, hein, donc le retex, on n'aime pas, et parce que c'est toujours la faute de l'autre, donc on va le juger. On part toujours des choses que négatives, alors qu'il y a plein de choses positives qu'il faut aussi drainer, parce que c'est justement là qu'on améliore. Et c'est ça qui pose problème. C'est une culture à amener, à essayer d'avancer au fur et à mesure et arrêter de cacher ses défauts.
Et juste en complément, je voudrais vous donner un scoop dans la salle. C'est qu'en France, aujourd'hui, on a encore le droit de dire « je ne sais pas ». Et ça, c'est phénoménal. Quand vous demandez quelque chose à une personne sur une intervention, comment ça s'est passé, alors que vous savez que ça ne s'est pas bien passé, il va trouver toutes les excuses du monde pour contourner la question qu'on lui a posée, tout simplement parce qu'il n'a pas le courage de dire « je ne sais pas ». Et je suis désolé, je ne sais pas, c'est une réponse française qui est tout à fait acceptable. Et je préfère que quelqu'un me dise « je ne sais pas, je n'ai pas su quoi faire à ce moment-là », plutôt que de contourner la situation et de trouver tout un tas de raisons qui vont se reporter sur d'autres personnes. La franchise, dans ces situations-là, elle est également primordiale. Même si je suis chef de pôle, même si j'ai X années d'expérience, si j'ai fait X intubations, X réanimations, j'étais réanimateur au début de ma carrière, avant d'être effectivement cardiologue et maintenant urgentiste, il y a des situations où je suis encore capable de dire « je ne sais pas ». Et heureusement, sinon je ne progresserai plus. Et cette notion-là, malheureusement, elle n'est plus enseignée en France non plus. On est forcé de toujours tout savoir sur tout. Non, je suis désolé, c'est pas vrai. Et il n'y a rien de pire pour la confiance que de ne pas savoir dire je sais pas. Et dans les institutions militaires, ce je sais pas, il est pris comment? Est-ce qu'on peut avouer qu'on ne sait pas dans une institution militaire, à la brigade des sapeurs-pompiers de Paris par exemple? Je ne sais pas. Non, j'ai le droit. Bon, il n'a pas de confrère aujourd'hui là autour, donc il peut se permettre de dire qu'il ne sait pas. Non, si je peux me permettre juste de Oui, revenir bien sur sûr. le rétexte, effectivement. Donc le rétexte, c'est un petit peu ce que l'on fait, donc le retour d'expérience. Hein. En fait, on établit un constat. Voilà ce qui s'est passé dans l'intervention. Plus ou moins, voilà pourquoi ça s'est mal passé. On fait remonter l'information à l'ensemble des personnels qui pourraient être confrontés également à cette situation-là, pour les avertir de, moi j'ai fait une erreur en faisant, j'ai inversé les 2 seringues parce que, par exemple, je les avais pas identifiées et du coup, lorsque j'ai fait l'injection, on n'a pas eu les effets qu'on aurait souhaité avec le bon produit, forcément. Par exemple, donc le rétexte pointe du doigt une problématique que l'on a rencontrée, mais on n'a pas forcément la solution immédiate à apporter à ce type de problème. Donc on peut après en discuter autour d'une table en disant qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter que ça se reproduise. C'est l'objectif du rétexte justement, c'est d'avoir un sujet autour duquel on va débattre pour essayer d'améliorer ce qui s'était mal passé. Il y a une autre façon aussi de faire remonter l'expérience, en tout cas au sein de la BSPP, c'est ce qu'on appelle la fiche d'idées nouvelles. La fiche d'idées nouvelles, c'est un document qui est préétabli et qui permet au personnel sur le terrain de faire remonter une problématique qu'ils ont rencontrée. Mais au lieu de se contenter de faire remonter juste la problématique, ils sont également force de proposition à travers cette fiche. C'est-à-dire qu'ils vont proposer une situation, une solution pour essayer d'améliorer cette problématique. L'avantage, c'est que cette fiche va passer dans les mains des différents échelons hiérarchiques, qui sera validée ou invalidée. Et si elle est validée, ça peut donner la création ou le développement d'un nouveau protocole ou d'un nouveau matériel ou de nouvelles procédures. Merci. Alors mon colonel, tout à l'heure, vous avez parlé de la difficulté d'accepter et de partager ses erreurs en interne. Donc interservice, c'est une chose. Et moi, j'aimerais vous poser une question, Monsieur Vallée. Après Irma, Irma, vous avez été confronté à un travail interservice, effectivement. Tout ne s'est pas bien passé. C'est sûr, tout ne peut pas bien se passer de toute façon, et c'est normal. Ceci dit, des erreurs ont été identifiées, alors peut-être à la Croix-Rouge, sûrement ailleurs aussi. Est-ce que vous arrivez à en discuter ensemble? Est-ce que vous arrivez à reconnaître vos erreurs dans des discussions interservices? Parce que finalement, c'est important aussi pour faire avancer les protocoles. Je suis sûr qu'on pourrait y arriver, mais pour ça, il faudrait qu'il y ait déjà la discussion. Comme ça, ça va être simple. En tout cas, pour Irma, c'est très clair. Il faudrait qu'il y ait une discussion pour pouvoir y arriver. Donc, ça va être compliqué. Moi, je ne parle pas trop de celle des autres parce qu'ils ont pris des décisions à un instant T dans une situation Y qui était extrêmement compliquée avec des tenants et des aboutissants qui font qu'ils ont pris cette décision, qui était peut-être une erreur au final. Mais
qu'on ne pouvait pas forcément déduire sur le moment. C'est toujours facile de réécrire l'histoire une fois qu'elle est finie. C'est toujours simple de revenir en disant ouais, moi j'aurais fait ci, moi j'aurais fait ça. Et donc je reste extrêmement prudent, je suis toujours très prudent sur ces choses-là. Par contre, en interne, ouais, on est beaucoup plus large. En tout cas, on va être beaucoup plus critique. Il y a plein de choses qui n'ont pas été. On a eu des gros problèmes au départ de communication. Et les problèmes de communication, c'était vraiment, pour le coup, c'est une erreur de notre part. Et en tout cas, dans notre mode de fonctionnement. Et c'est une perte de mémoire. C'est vraiment dû à une perte de mémoire et à des problèmes financiers. C'est qu'à un moment donné, vous prenez une valise satellite pour avoir juste du téléphone, ça coûte je ne sais plus combien. Si vous voulez en plus avoir de la data, c'est excessivement cher, en tout cas sur un abonnement monde en plus, puisque c'est du matériel qui intervient partout. Et ben, typiquement, ça a été arrêté. Alors que le principal défaut d'Irma dans les premiers temps, c'est les communications. C'est le plus gros problème qu'on a pu rencontrer dans un premier temps. Et ça, c'est une erreur basique de départ. Après, je peux aller plus loin. Hein. Vous avez sur la zone, on n'est pas nombreux, donc je peux le dire. Vous avez sur la zone une plateforme d'intervention régionale. Vous avez du matériel qui est prépositionné sur la zone par la Croix-Rouge française. Et ben, les kits hygiène n'existaient plus parce qu'ils étaient périmés, qu'il n'y avait pas d'argent pour en racheter, très clairement. C'est une erreur fondamentale, c'est la première chose qu'on a besoin. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ? On a trouvé des solutions, en tout cas, pour pallier à ça. Il n'empêche que si le matériel avait été présent, on ne serait pas posé de questions, on n'aurait pas fait monter une chaîne de montage, etc., etc. Et ça nous aurait peut-être coûté même moins cher de les acheter en avance que de les acheter au moment de la catastrophe. Tout à l'heure, docteur, vous parliez de coopération et de confiance. Est-ce que donc des ambulances, des pompiers, est-ce que vous partagez avec ces gens-là vos erreurs et est-ce qu'eux partagent leurs erreurs aussi pour améliorer cette coopération ? Oui et non. Quand c'est en exercice, oui, très facilement. Quand c'est en intervention vraie, c'est toujours ressenti comme une dénonciation. Voilà. Et là aussi, c'est un défaut de culture. Moi, je ne lancerai jamais la pierre à quelqu'un qui viendra me dire je ne comprends pas, sur cette intervention, tu as fait ça. Pourquoi est-ce qu'en faisant autrement, on n'aurait pas pu éventuellement gagner quelque chose ? Oui, c'est de la discussion, c'est de la simple discussion. Comme ça a été dit, on a pris une décision à un moment T dans une circonstance Y. Bah, voilà, c'est à ce moment-là que se prend la décision. Faire des critiques a posteriori, c'est toujours très très facile. Élaborer un schéma où on a une indépendance de réflexion pour pouvoir réellement analyser la situation, c'est très difficile. C'est très difficile parce qu'on est latin, tout simplement, et parce que par définition, on est meilleur que son voisin. Si on arrive à dépasser ce type de réflexion, là oui, là on va progresser. Malheureusement, dans les interventions vraies, ça se passe souvent par hiérarchie interposée. Donc pour éviter ça, il n'y a qu'une seule chose, il faut collaborer, se côtoyer, se connaître. Si un tel a éventuellement choqué dans sa prise en charge, eh ben, au lieu d'aller voir son supérieur, on va le voir directement en disant écoute, on m'a rapporté ça, qu'est-ce que tu en penses ? Et on voit ce qu'il dit. Si effectivement c'est une erreur flagrante, qu'il l'admet, eh ben, tant mieux, il va progresser. Si c'est une erreur flagrante, qu'il ne l'admet pas, qu'il persiste, on rediscute avec lui. Et si ça ne marche pas, là, on va voir la hiérarchie. Dans ce sens-là, on peut progresser. Mais c'est quelque chose qui est quand même relativement difficile parce que c'est chronophage. Voilà. Et il faut impérativement se connaître. Alors je ne sais pas s'il y a beaucoup de secouristes dans la salle. On a des secouristes dans la salle ? Vous pouvez lever la main. En majorité. Quand on parle entre médecins de secouristes, il ne faut pas se leurrer. Vous êtes la dernière roue du carrosse, qui sont les toutes petites mains qui ne savent pas faire grand-chose. Je caricature un petit peu, mais en règle générale, c'est ça. Il faut dépasser ça. Il faut dépasser ça. Pourquoi ? Parce que vous êtes utile. Je suis désolé. Vous êtes utile. Un conducteur dans une ambulance, il est utile. Un gendarme dans un hélico, c'est 2 mains de plus. En France, des ambulanciers, des gendarmes préparent des injections. Vous vous rendez compte de l'aberration ? Ils n'ont pas le diplôme, ils n'ont pas le droit, ils n'ont pas la formation. Ils le font quand même. Et ils le font parce que dans cette nécessité-là,
On leur a appris à le faire en dehors de tout référentiel. Et ils le font parce qu'on a confiance en eux, parce qu'on les connaît, parce qu'on les a formés. Et c'est comme ça que ça marche. Et c'est à ça qu'il faut aboutir. On a une expérience dans ma région où, pendant 3 ans, j'ai dû travailler mon équipe pour qu'ils acceptent que la Croix-Rouge fasse une garde aux urgences. Voilà. Alors bien sûr, c'est des secouristes. Mais quand ils viennent et qu'ils parlent aux personnes, qu'ils parlent aux familles, qu'ils font le relais entre la salle d'attente et les couloirs, qu'ils amènent éventuellement un verre d'eau à la personne qui attend, eh ben là, on se rend compte que ça sert à quelque chose. Alors bien sûr, ils ne vont pas faire du soin, ils vont faire du relationnel, mais c'est essentiel. Et le fait de faire ça, eh ben, je vous garantis qu'en 1 an, l'image elle est en train de changer de la Croix-Rouge. Et finalement, je m'excuse du terme, ils nous emmerdaient en intervention, finalement, ils ont peut-être leur place. Et j'espère que dans quelques années, on va me dire, il faut qu'ils soient là tous les week-ends, tous les soirs, pour nous aider à gérer ce qui est non médical. Voilà. Alors bien sûr, il y a un problème de ressources humaines, ça j'en suis convaincu. Mais c'est quelque chose à laquelle il faut aboutir. Non, ouais, c'est extrêmement important. C'est vrai que sur les départements, en tout cas, où au quotidien, il y a un travail avec les équipes médicales, avec l'hôpital, avec les urgences. On voit chez vous, on l'a vu à Belfort, on l'a vu encore sur d'autres départements. Je ne vais pas tous les citer, en tout cas pour ceux que je connais. C'est vrai que c'est cette entente, cette connaissance, et pour le bénévole, pour le chef d'intervention qui vient ou l'équipier qui vient, c'est voir aussi qu'est-ce que j'attends de l'autre côté, qu'est-ce que l'équipe médicale va attendre, qu'est-ce que quand j'arrive à l'hôpital, ils vont attendre de moi comme information pour prioriser, etc. Et puis apprendre à se connaître. Pour avoir beaucoup travaillé sur notre plateforme, qui est plutôt la plateforme parisienne, qui a un fonctionnement très particulier. Moi, je suis désolé, je fais un peu dinosaure, hein, on nous appelait les pygmées sur mon département. J'ai connu avant les associations à la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris. Donc avant 91, où c'était la guerre, ça pouvait être la guerre sur intervention, c'était des règlements de compte très forts avec certains chefs d'agrès, hein, j'ai des souvenirs assez forts de prise de bec, et l'après 91, où il y a une réelle confiance qui s'est mise en place, il y a vraiment un apprentissage, et les associations ont réussi à tirer des choses, à apprendre plein de choses de ce qui avait été mis par la brigade en place, à apprendre un certain nombre de protocoles et de réflexes qui étaient extrêmement importants. Et la brigade en a tiré aussi des avantages. On a vu des retours sur des interventions, sur des protocoles qui ont été changés parce que l'associatif était un peu plus... C'était un peu plus souple pour l'associatif que pour un premier secours en relevage ou un PSE à l'époque. Et ça nous permettait d'avancer, de faire avancer conjointement les choses. Et c'est vrai que cette connaissance et cette confiance qui est instaurée aujourd'hui entre les acteurs est primordiale. On le voit au Stade de France, on le voit sur les attentats. Je pense pour toutes les équipes qui sont intervenues, en tout cas, qui étaient derrière, la référence, elle était d'aller voir, elle est d'aller voir le commandant des opérations de secours, mais elle est d'aller voir le pompier, elle est d'aller voir le SAMU pour un certain nombre de choses. Mais en tout cas, on sait ce qu'on attend des uns et des autres parce qu'on s'y est préparé, parce qu'on a travaillé ensemble, parce qu'on apprend à se connaître, parce qu'on participe aux formations aussi parfois. Sur Paris et sur les Hauts-de-Seine, il y avait c'est le SAMU 92 qui organise un colloque interassociatif, c'est les jeudis du secourisme, je crois que ça s'appelait, et ça se fait toujours. Et c'est extrêmement important parce que c'est le médical qui va expliquer aussi à l'associatif, au chef d'équipe associatif, ce qu'il attend aussi de lui. Même s'il y a un apport, il y a cette formation, mais il y a aussi en même temps le message de ce que j'attends quand je suis régulateur, je veux un bilan. Qu'est-ce que j'attends dans mon bilan? Qu'est-ce que je veux comme première intervention, comme première notion? C'est pas la peine de tourner autour du pot ou de réciter tout le truc. Et ça, c'est vraiment primordial dans tout ça. Et on gagne un temps derrière phénoménal. Merci. Donc, on l'a bien compris sur la culture du retour d'expérience. Si on veut une culture du retour d'expérience efficace, il faut qu'elle soit accompagnée d'une culture du « je sais pas » et une culture du « je me suis trompé ». C'est un peu ça? Les protocoles ne font pas tout, oui. Très bien. Bon, on va attendre des questions ou des réactions dans la salle. Bon, on va commencer, je pense, avec sur des choses alors
pas que ce qu'on regardait là, ce dont on a discuté n'était pas concret, mais le sergent-chef Mercier va pouvoir nous présenter justement ce qu'il a développé pour, je reprends ces mots, arrêter vos mots, sortir du bricolage sur intervention. Il a amené sa station extra-hospitalière, si je ne me trompe pas, ça s'appelle comme ça, qui va pouvoir mettre en œuvre ici. Alors n'hésitez pas, rapprochez-vous, vous pouvez vous mettre sur les premières places, on est entre nous, on n'est pas très nombreux, alors on peut se permettre. Venez approcher, surtout n'hésitez pas, je vous donne la parole, sergent-chef. Ce que je propose éventuellement, juste avant de faire la démonstration, peut-être, s'il y a possibilité de mettre la petite vidéo de 2 minutes là, qui va vous montrer comment ça se passe sur intervention pour une équipe médicalisée ou paramédicalisée, hein, pour ceux qui n'ont jamais été confrontés à ce type d'intervention. Maestro, non pas musique, mais vidéo. Ça arrive. Place à la démonstration. Nicolas, oui. Oui, place à la démonstration. D'accord, oui, effectivement. Je ne vais pas pouvoir parler et faire la démonstration en même temps. Par contre, j'ai besoin de mes 2 mains pour le manipuler. Je suis désolé. Ah bon, allez-y. J'aurais aimé le développer allez-y. avec une manipulation à une main, mais Je vais c'est tenir pas le encore micro. cas. Je vais tenir le micro. On va essayer de faire comme ça alors. Donc c'est une présentation en mode dégradé. C'est ça. On est dans le thème. Hein. Et comme je l'ai précisé tout à l'heure, effectivement, mode dégradé, donc du coup, absence de perfusion, absence d'éclairage, absence de plan de travail pour évacuer nos déchets, on va dire, à risque infectieux, les DASRI, les DAOM, tout ça. On n'a pas le temps de faire ça en intervention. Généralement, on évacue tout dans les poubelles en plastique, les poubelles jaunes, DASRI, que l'on va payer le prix fort pour éliminer. Voilà, donc en gros, ce que je vais vous montrer, il faut comprendre que c'est un matériel qui doit répondre aux exigences du préhospitalier. Le préhospitalier, c'est nous qui allons donc au devant du patient. Et donc le matériel que l'on a, on doit le transporter. Et avant de le transporter à main nue, il faut déjà le transporter dans le camion. Donc il nous faut du matériel qui soit compact, qui soit léger. Et puis en intervention, il ne faut pas qu'on mette 3 heures à installer le matériel, sinon on se laisserait très vite dépasser. Donc ça donnait naissance à ce type de matériel que je vais vous présenter donc maintenant. Vous aurez besoin de cobayes. Un cobaye, plusieurs si ça se passe mal. Non, les produits utilisés sont périmés, donc on va éviter d'utiliser un vrai cobaye, ce serait dommage. D'accord. La mise en œuvre est très très rapide. Donc la mise en œuvre est très rapide. Je vais faire exprès de faire sur un terrain qui n'est pas de niveau.
c'est-à-dire encore en mode dégradé, par exemple un grand escalier. La victime est tombée dans l'escalier, elle a une belle fracture qui lui fait horriblement mal. Avant de la mobiliser, il va falloir la soulager, on va dire. Donc on va lui poser une voie veineuse périphérique, on va lui passer ce qu'il faut dans cette voie. Donc là, je vais utiliser, ça tombe très bien, le rebord de l'estrade. Donc je vous montre la vitesse à laquelle on peut s'installer avec ce matériel. Je vous rappelle qu'actuellement, on travaille avec des sacs, des sacoches, qu'il faut sortir 3 sacoches avant de pouvoir poser la perf, sortir les médicaments, préparer les médicaments, poser les médicaments, éventuellement une autre sacoche pour intuber. Voilà, donc là, vous allez voir la rapidité de mise en œuvre. Donc un déploiement en vitesse réelle de cette station extra-hospitalière. Tout le monde entend derrière? Non, non, ils n'entendent pas derrière. Donc concrètement, à l'espace de 5 secondes, je mets à la disposition de l'équipe, et surtout à la disposition de l'infirmier, puisque c'est lui généralement qui pose la perfusion, ou le médecin s'il se retrouve tout seul. Donc je mets à disposition le pied à perfusion, l'éclairage, qui nous permet vraiment d'éclairer la zone de soins, voire même indirectement la zone de préparation des médicaments. Pour éviter tout ce qui est, j'ai pris une ampoule qui ressemble à une autre, j'ai mal préparé parce que je ne voyais pas, et donc erreur d'injection. Approchez-vous, au fond. Venez avec nous, n'hésitez pas. Il y en a qui sont timides, là. Bon, je vais me déplacer avec. On est entre nous, on ne se gêne pas. Non, donc concrètement, qu'est-ce qui se passe? Donc, on a posé la structure, donc éclairage, puis à perfusion, donc ça c'est la base, j'allais dire. En même temps, donc, ça permet d'ouvrir les sacs poubelles, de façon à pouvoir faire le tri sélectif dès la source, les DASRI et les DAOM. Juste en dessous, il y a la petite boîte à OPCT qui me permettra d'éliminer donc mes aiguilles, les ampoules, etc. Mais également, en ouvrant la structure, on met à disposition directement le matériel nécessaire pour poser une perfusion. Donc typiquement un upside, une compresse, une bêta, un cathé, un garrot, la bétadine alcoolique. Sur le côté de la structure, on met également à disposition le manugel pour pouvoir, si possible, faire une friction des mains avant de mettre les gants. Après, qu'est-ce qu'on a fait? On parlait du rétex tout à l'heure. Ce matériel vraiment est issu de ce qu'on appelle les rétex du terrain. Et donc toutes les problématiques que l'on a rencontrées au cours de notre carrière. Alors on va donner différents exemples. Par exemple, en préhospitalier, comme on est en mode dégradé, quand on fait nos analyses de sang, donc la glycémie, l'hémo-Q éventuellement, l'hémoglobine, sur les douleurs thoraciques, la tropo, on va devoir faire une analyse de sang. Mais ce qui prime effectivement, ce n'est pas l'analyse de sang, c'est poser la voie d'abord, poser ensuite ou passer les médicaments, et ensuite donc on s'attachera à faire nos analyses de sang. La problématique, c'est qu'on ne va pas on va pas prendre nos tubes, faire un prélèvement de sang classique comme en milieu hospitalier. Ce que l'on fait en mode dégradé, donc à une main c'est quand même un peu compliqué, mais on a un petit fourreau et donc on a notre cathé qui va se remplir avec un peu de sang dans cette chambre-là, si vous arrivez à voir, et on va utiliser ce sang-là pour faire notre analyse de sang. Et comme je dis, comme ce n'est pas la priorité, cette aiguille, on va la mettre sur le côté. Alors on essaie de faire ça proprement. Actuellement, on travaille par terre, donc on va poser notre compresse proprement avec le cathé dessus pour éviter que quelqu'un nous le prenne. Malheureusement, des secouristes très attentionnés qui voient une aiguille avec du sang vont prendre cette aiguille et la jeter dans une boîte à EPCT, la leur, effectivement. Ou alors, ils ne vont pas voir l'aiguille, ils vont se relayer pour le massage, et là, il va y avoir un coup de pied qui est donné dedans avec le sang qui gicle, ou donc avec les risques d'AES que l'on peut encourir. Donc là, on s'est dit que ce serait bien d'avoir un endroit où on pourrait poser cette aiguille en toute sécurité. Donc ça a donné lieu à la mise en place d'une petite astuce qui permet de garder devant soi donc cette aiguille. Les secouristes n'y toucheront pas. Nous, on garde le visuel dessus et le contrôle. Ensuite, ce qui se passe souvent en préhospitalier, c'est qu'il y a beaucoup de mouvements autour de la victime. Quand on pose une perfusion, si on met juste l'upside, au moindre choc avec la tubulure, surtout si la patiente ou le patient est en sueur, l'upside ne colle pas très bien. L'upside, en gros, c'est le petit film transparent que l'on va le mettre au-dessus du cathéter pour tenir la voie et la protéger donc, des risques infectieux notamment, et surtout permettre de la maintenir en place. Donc ce que l'on fait, on la renforce généralement avec du sparadrap, cette perfusion, pour que si on tire dessus, le sparadrap puisse retenir un peu mieux la tubulure. Je ne sais pas si vous avez tous manipulé du sparadrap avec des gants.
Voilà. Je pense que certains d'entre vous ont dû pas mal galérer. Et des fois, même, on est obligé de changer de gant parce qu'on a déchiré le gant. Et changer de gant, quand on a bien transpiré dedans, en plus, c'est un peu galère parce que remettre des gants sur une main qui est humide, hein, on a tous galéré un petit peu. Donc l'idée, c'était d'avoir un distributeur de sparadrap qui soit disponible, hein, pas dans les poches, pas dans les... voilà, juste en façade. Donc là, j'allais dire avec un doigt, là je peux, hein, même avec le micro, tirer le sparadrap et poser le sparadrap en toute sécurité sur la perfusion. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Donc on a notre voie d'abord. Là, j'ai pu évacuer mes déchets de façon adaptée. La voie est sécurisée. Maintenant, on va préparer nos médicaments. Alors, généralement, sur la plaque parisienne, le type d'intervention que l'on fait couramment, c'est toutes les pathologies cardiaques. Donc, les douleurs thoraciques, les arrêts cardiaques, les OAP. On fait aussi notre lot d'hypoglycémie, de crise d'épilepsie, etc. Donc, on a mis à l'intérieur de la structure l'ensemble des médicaments qui permettent, hein, sous forme de kit, qui permettent de répondre aux différentes pathologies rencontrées. Alors, je ne suis pas magicien, je n'ai pas pu mettre l'ensemble du contenu d'un sac d'intervention dans cette structure-là. Mais cette structure peut accueillir, on va dire, 80% du matériel ou 90% du matériel que l'on utilise quotidiennement. Donc là, on va préparer nos médicaments. Et quand on prépare nos médicaments, pareil, retour d'expérience, qu'est-ce qui se passe? Alors, d'abord, vous allez ouvrir votre ampoule. En milieu hospitalier, en mode classique, on va utiliser notre petite compresse pour ouvrir l'ampoule et ensuite jeter l'ampoule dans notre boîte OPCT qui se situe juste à côté sur le chariot de soins. Voilà. En préhospitalier, je ne vais pas dire qu'on la décapsule avec les dents, ce serait exagéré, mais généralement on fait ça avec les doigts sans protection. Parfois on a le temps de prendre une compresse ou l'emballage d'une compresse et le risque quand on ouvre une ampoule, c'est quoi? C'est de se couper. Voilà, merci. Donc on s'est dit ce serait pas mal d'avoir un système qui permette d'ouvrir ces ampoules sans avoir à les toucher avec les doigts. Le problème, c'est qu'il y a des ampoules de 1 ml, de 2 ml, de 10, de 20, et donc la taille du bouchon varie. Et on a regardé sur le marché, il y a différents types de décapsuleurs d'ampoules, sous forme de cigare, là, où on place l'ampoule dedans, on coupe avec les deux mains, etc. Mais il faut un cigare, j'allais dire, par type d'ampoule. Donc on s'est dit, voilà, ce serait bien d'avoir un petit matériel qui nous permet, en direct, voilà, d'ouvrir l'ampoule sans avoir à tenir quoi que ce soit. Autre chose, actuellement, on ne peut pas poser l'ampoule à même le sol parce que ce n'est pas de niveau. Donc on est obligé de tenir l'ampoule. On est obligé de tenir l'ampoule pour introduire le trocar à l'intérieur. Alors le risque, quand on a introduit le trocar et qu'on est en intervention mode dégradé, je trempe pour de vrai là. Hein. Le risque, non, c'est de se piquer. Donc là, l'avantage, c'est qu'on a un petit plan de travail. On vient poser le trocar dedans et ensuite on vient prélever le médicament. Donc on évite de se piquer, de saigner. Donc du coup, logiquement, hein, les procédures, à partir du moment où le soignant saigne, il se retire du soin. En préhospitalier, si l'infirmier se retire du soin, bon, qu'est-ce qui travaille maintenant? Voilà, l'ampoule que l'on a coupée, au lieu de la laisser traîner par terre, bah là, juste devant, on a une petite boîte OPCT pour l'évacuer. L'exercice à une main est délicat quand même. Hein. Ensuite, qu'est-ce que l'on fait? Je ne peux pas injecter ce produit comme ça dans les fesses. Non, on a mis une voie d'abord. Donc il va falloir qu'on désadapte le trocar pour pouvoir ensuite passer le produit. Pour désadapter le trocar, qu'est-ce que l'on fait généralement? Le docteur pourra peut-être me confirmer sur intervention. On utilise rarement la petite pince cochère pour désadapter tranquillement le trocar. Non, on va... Non, pas avec les dents non plus. Non, on va recapuchonner. Chose strictement interdite en milieu hospitalier. Parce que le risque, c'est également de se piquer. Donc sur le côté de la plateforme, à droite ou à gauche, comme vous voulez, il y a des petits trous qui permettent de mettre le fourreau du trocar, ce qui permet de recapuchonner l'aiguille en toute sécurité. Donc tous les gestes à risque pour l'équipe soignante ont été étudiés pour trouver une solution, on va dire, à peu près viable, en mode dégradé, pour essayer de travailler quand même dans de bonnes conditions de sécurité. Autre chose en termes de sécurité, sur intervention en préhospitalier, contrairement en mode hospitalier, les prescriptions ne sont pas écrites. Hein, le médecin ne va pas arriver avec son bon prescription, alors vous allez me faire tant et tant marqué. Non, les prescriptions sont orales. Et comme disait très bien le docteur, d'où l'importance d'avoir confiance dans son équipe, dans son équipier. Parce qu'à partir du moment où on lui dit quelque chose, pour nous, le médecin lui passe à autre chose. Il a dit, c'est bon, l'infirmier va le faire. Donc l'importance également d'instaurer des protocoles en disant, voilà, on répète généralement la prescription que le médecin nous a donnée pour être sûr nous déjà, on l'ait bien compris.
C'est un premier feedback pour le médecin. OK, il a entendu ce que je lui ai dit, il était capable de le répéter. Et ensuite, au moment où on va injecter le produit, on va également dire au médecin, OK, je vais injecter 1 mg d'adrénaline. Une fois que c'est fait, on répète, 1 mg d'adrénaline injecté. Ce qui permet au médecin de savoir exactement où on en est dans les prescriptions qu'il nous a données et être sûr à chaque niveau qu'il n'y ait pas une erreur. Parfois, le médecin veut nous demander 3 prescriptions ou 4 prescriptions en même temps parce que alors, nous ne sommes pas une pieuvre comme la Croix-Rouge, les infirmiers n'ont pas 8 bras, et il y a des fois, on n'arrive pas à faire toutes les prescriptions en même temps. Donc, on va préparer nos seringues, et on va se retrouver avec 2, 3, 4 seringues préparées, certaines avec de l'adrénaline, 10 ml d'adrénaline, une autre avec du sérum phi, 10 ml de sérum phi, pour faire le flush, par exemple, sur les voies intraosseuses, et puis, voilà, amiodarone, par exemple, pour les arrêts cardiaques qui fibrilent. Et là, actuellement, les seringues sont posées par terre, avec le risque que quelqu'un donne un coup de pied dedans, qu'on mélange, parce que du coup, on sait où est-ce qu'on a posé telle et telle seringue. Hein, on sait que dans celle-ci, c'est la DRE, dans celle-ci, c'est... Voilà. Parce que quand on les regarde, elles sont toutes transparentes et elles font toutes 10 ml. Et comme on n'a pas le droit de les goûter pour savoir ce qu'il y a dedans, hein, on est bien obligé de se débrouiller autrement. Bon, là, on s'est dit, plutôt que de prendre le risque d'intervertir les seringues, en façade, il y a de quoi, donc, un petit identifiant seringue, soit neutre, qui nous permet donc d'écrire ensuite avec un crayon le produit qu'on a mis dedans, soit si c'est de l'adrénaline, ce qu'on utilise souvent dans situation d'urgence sur les arrêts cardiaques, on a carrément le petit identifiant seringue adrénaline qui nous permet donc en 2 secondes d'identifier nos seringues et d'éviter donc du coup les mélanges de seringues et donc les erreurs d'injection. Tout ça, c'est du rétex. Hein. Donc du coup, on a nos seringues qui sont préparées et qui sont posées. On a passé nos produits. Alors, actuellement, donc, on va aller prendre notre dextro, notre MOQ qui se situe dans le sac. On va poser ça sur la table de chevet ou dans le salon ou par terre quand on est sur la VP. Et on va se promener avec notre petite aiguille pleine de sang, une cathé qu'on avait laissée pour aller faire notre analyse. Là, l'avantage, c'est que le matériel peut être posé directement de part et d'autre du matériel. Et on va récupérer notre petite aiguille qu'on avait stockée depuis le début, que personne n'a pu toucher, pour faire nos prélèvements de sang et ensuite l'évacuer directement dans la boîte à OPCT, en évitant donc tout risque d'AES. Pendant que, je vais prendre l'exemple des arrêts cardiaques, pendant que l'infirmier technique le patient au niveau du bras ou au niveau de la jambe, la voie d'abord pour passer les médicaments, le médecin, lui, généralement, il se met à la tête pour pratiquer ce qu'on appelle l'intubation, hein, pour éviter, on va dire, pour protéger les voies aériennes supérieures, parce que les patients en préhospitalier ont rarement la bonne idée d'être à jeun depuis 12 heures quand on arrive. Donc on a parfois le contenu de l'estomac qui remonte, hein, avec le risque d'inhalation derrière. Sur les chocs traumatiques, parfois on a un peu de sang également au niveau des voies aériennes supérieures, donc il va falloir que l'on, au moment le médecin va exposer, qu'il aspire le contenu on va dire, de la cavité buccale pour avoir son petit repère anatomique pour pouvoir poser la sonde d'intubation. Ce qui se passe actuellement, c'est que on a des champs stériles. Je ne voudrais pas dire de bêtises, je ne sais pas si le docteur ici présent qui a fait un certain nombre d'intubations a toujours posé tout son matériel sur un champ stérile, sur l'AVP ou à domicile, mais c'est quand même pas toujours évident. D'une part parce qu'il y a du vent en milieu extérieur, donc le champ stérile qu'on va poser ne va pas rester longtemps stérile, soit il se retourne comme une crêpe, soit il y a des saletés qui viennent dessus. Donc ce qu'on fait souvent, c'est qu'on pose dans l'emballage la sonde d'intubation dont on a testé le ballonnet. On va poser la sonde dans l'emballage et si le patient n'est pas en train d'être massé, on pose généralement ça sur le thorax. Comme ça, on l'a visu quand on est agenouillé, hein, quand on intube. Je ne vais peut-être pas mettre à genoux ici, mais voilà, on est agenouillé, voire carrément allongé pour pouvoir bien être dans l'axe, pour pouvoir exposer correctement. Et on va utiliser donc la fameuse sonde d'aspiration. Le problème, c'est qu'on a mis la sonde d'aspiration dans la bouche pour aspirer ce qu'il y a dedans. Cette sonde, généralement, soit on travaille très proprement, on n'a pas défoncé l'emballage, on arrive à remettre ça dans l'emballage pour ensuite réexposer et passer la sonde d'intubation, soit on la laisse traîner comme on peut, correctement, au plus propre possible au sol. Donc là, sur la structure, on a mis en place un petit plateau d'intubation qui est déjà prééquipé. Alors, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais nous, dans 90% des cas, quand on fait une intubation entre 18 ans et 102 ans, on utilise une Mach 4 et une sonde de 7,5 ou de 8 selon les médecins. Vous me contredisez pas ? Donc voilà, donc on a un petit plateau qui est déjà prééquipé, qui permet donc au médecin de positionner immédiatement à côté de la victime, donc de la tête de la victime, son petit plateau,
Et dedans, on met à disposition le matériel pour se protéger. Donc les lunettes pour éviter les AES, projection dans les yeux, un petit masque pour éviter également la projection au niveau des muqueuses, et les gants. Une fois qu'il a pris ce matériel de protection, il peut accéder ensuite au laryngos et à la sonde d'intubation. Voilà à peu près la description du matériel. On a essayé donc, je vous dis, à travers ce dispositif, d'apporter une solution à l'ensemble des problématiques que l'on a rencontrées. Alors, il y en a certainement d'autres problématiques qui ne sont pas encore revenues à nos oreilles, qui pourront peut-être trouver un jour une solution autour de cette structure, mais c'est à peu près... on a essayé d'apporter des éléments de réponse à celles que l'on rencontre quotidiennement, en tout cas. Merci, Nicolas. Merci beaucoup pour cette présentation. Un retour peut-être de nos conférenciers sur cet outil qui connaissent bien les problématiques de terrain. J'ai aucun conflit d'intérêt avec la BSPP, ni avec son représentant. Je trouve ça génialissime. Voilà. Génialissime. Alors, bravo à son créateur. Des réactions dans le public ? Moi j'aimerais bien, vous êtes aussi confronté à ces situations de terrain. Et que pensez-vous de cet outil ? J'entends des voix, mais personne ne lève la main. Combien ça pèse ? Combien ça pèse ? Alors, le modèle équipé il pèse 7 kg quand on a mis le sérum phi, le manugel et tout le matériel à l'intérieur. C'est moins qu'un scope. Comme vous avez pu le voir, il y a une poignée de transport, mais il y a également une sangle qui nous permet de le mettre sur l'épaule. Parce qu'il y a des fois, quand on doit monter au 8e étage, c'est bien de pouvoir se libérer les mains pour se tenir à la rampe, surtout quand on est essoufflé au bout du 3e étage. Il manque une information importante, c'est le numéro de votre stand dans lequel vous exposez votre outil. Alors, pour reprendre les dires du docteur, je ne sais pas. Je suis sur le stand de la BSPP, mais le numéro, malheureusement. D'accord, bon, sur le stand de la... Pardon ? En fait, il est juste en dessous le café. Voilà, il y a un stand, enfin pas un stand, mais... C'est le stand de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, à côté du café. Voilà, vous pouvez aller le voir après, il y sera sans doute. Mon colonel, on va parler maintenant un peu du PGHM et de la manière dont vous vous êtes adapté à vos problématiques de terrain. Oui, je vais vous présenter rapidement donc, ce qu'on a mis en place pour faire face justement aux effectifs réduits qui peuvent intervenir en secours en montagne. Ça, c'est dû aux capacités techniques des hélicoptères en altitude. Donc, le format classique, c'est 2 secouristes et un médecin. Alors, on va pouvoir envoyer la petite vidéo. On a développé 2 protocoles, un protocole de secourisme et un d'assistance aux médecins, justement, puisque... vous avez compris, dans 2 secouristes, un médecin, qui manque quelqu'un d'important pour la médecine d'urgence, c'est l'infirmier. Donc on a généralement des médecins particulièrement dégourdis et les secouristes sont obligés, pour lui donner la main, de se dégourdir aussi un petit peu. Donc on a mis en place un module d'assistance aux médecins qui ne surprendra pas les gens qui ont l'habitude d'en faire. Il n'y a rien d'exceptionnel là-dedans. Ensuite, sur le référentiel de secourisme, là c'est carrément un référentiel, les premiers secours en montagne. Donc c'est le référentiel PSM qui vient en complément du PSE pour normer certaines pratiques comme des relevages par exemple ou des immobilisations en paroi. Certaines pratiques qu'on faisait de manière dérogatoire au PSE, et comme c'était un peu tout le temps, il était important de cadrer les choses et de les enseigner avec des avis de médecins, d'experts qui puissent nous dire si les gestes qu'on faisait en mode système D étaient bien les meilleurs qu'on pouvait faire pour éviter les pertes de chance des victimes.
Voilà, donc ça c'est un très bref aperçu des situations, de la variété des situations dans lesquelles on peut intervenir. Le secours en montagne a longtemps consisté en l'extraction des gens du milieu. Donc on les prenait dans l'état où ils étaient et on les emmenait au plus vite à l'hôpital le plus proche. Alors c'était d'abord à l'époque où il y avait des hôpitaux un peu partout, un peu plus qu'aujourd'hui. Et puis où le secourisme avait pas fait l'objet d'une telle prise de conscience. Donc depuis la fin des années 90, ça s'est largement professionnalisé. Et aujourd'hui, on a donc depuis 2 ans, c'est un travail qui a duré quand même une 8aine d'années. On a depuis 2 ans ce référentiel des premiers secours en montagne. Alors par exemple, quand vous êtes 2 seulement pour relever quelqu'un, on a des relèvements partiels. Alors j'ai pas de quoi faire la démonstration aujourd'hui, mais vous avez un secouriste qui va faire le maintien-tête et l'autre qui va accrocher son baudrier au baudrier de la victime, puisque généralement c'est des alpinistes qui ont un baudrier. Sinon on a des ceintures, type ceinture de sécurité là, qu'on peut glisser sur le bassin pour le faire. Et à ce moment-là, en s'attachant donc le bassin du secouriste au bassin de la victime et en prenant les épaules, on fait un relèvement partiel en essayant de respecter l'axe tête-cou-tronc. C'est des choses qui sont éminemment complexes, qu'on ne fait qu'à titre dérogatoire parce que c'est un relevage si on est dans la neige ou dans des cailloux, c'est difficile d'avoir des appuis stables, etc. Donc on a divers modes de relevage. On a des techniques d'immobilisation et tout ceci a été travaillé avec l'Observatoire national du secourisme. Ça a été validé en janvier 2017, donc c'est vraiment tout récent. Et on a par ailleurs validé le module d'aide à la médicalisation avec un collège d'experts, donc des médecins qui ont validé, qui ont travaillé avec nous ces techniques. Vous savez peut-être pas, mais il existe un diplôme universitaire de médecine de montagne qui lui est plus ancien que ces référentiels. Et donc l'Association nationale des médecins du secours en montagne, ANMSM, a largement contribué à la constitution de ce collège d'experts. C'est un autre aspect qu'il faut bien voir, c'est que l'aide aux médecins et la partie secourisme, pour nous c'est un tout dans l'action de secours. Quand il a fallu faire valider ces différents protocoles, le PSM, ça part à la Direction générale de la sécurité civile pour la validation par l'ONS. La partie module d'assistance aux médecins, ça c'est du domaine de la santé. Donc on a aussi besoin du rétex parce que les besoins, le besoin opérationnel, il s'affranchit des limites administratives, etc. Et on s'aperçoit quand on veut faire valider tout ça, de toute la complexité qu'il peut y avoir pour venir d'un système très bricoleur à quelque chose de plus normé où les gens sont formés avec des diplômes reconnus. Donc c'est tout un enjeu, ce passage du système D au protocole innovant, c'est vraiment tout un enjeu et qui demande la mobilisation de beaucoup d'énergie. Et ces énergies, elles sont d'autant plus facilement libérées que les gens se font confiance. Et on connaît la multiplicité des acteurs dans le secours en France. C'est des choses qu'on peut dire, voilà, c'est une guerre de chefs, c'est des questions politiques, parfois entre la sécurité civile d'un côté et la santé de l'autre. Mais c'est des choses qui, quand il faut normer et quand il faut finalement valider ce que font les secouristes sur le terrain, qui se ressentent. Donc c'est important de travailler la confiance à tous les niveaux, de la chaîne hiérarchique. Merci. Donc là, on se rend bien compte en fait du temps pratique, puisque finalement vous êtes confronté à cette situation depuis toujours. Vous êtes 2 avec un problème, une non-conformité au référentiel national de secourisme et un temps réglementaire, le temps de l'évolution réglementaire qui est par contre beaucoup plus long, puisqu'on arrive, c'est quelque chose qui a été reconnu uniquement en 2016. Oui, tout à fait. Ouais. C'est, la cinétique administrative, elle ne s'occupe pas du temps de survie d'un patient.
ni du temps d'exposition juridique des secouristes qui travaillent en mode dégradé. Parce qu'il y avait aussi cet aspect-là, il y avait un côté sécurité juridique de ce qu'on enseigne. Parce qu'on pouvait décemment pas enseigner du PSE2 et balancer nos gens dans la montagne à deux au bout d'une corde, ça colle pas du tout. Donc il y a un moment où il fallait mettre tout ça en cohérence et c'est toujours le terrain qui commande. Hein. Vous êtes resté dans une situation juridique très très bancale pendant toutes ces années. Oui, alors après, on sait aussi que la façon de... Enfin, un secouriste doit toujours s'adapter. Donc l'état de nécessité fait que le risque n'était pas peut-être majeur. Mais à partir du moment où on en vient à régulièrement enseigner des choses qu'on sait dérogatoires, c'est vrai qu'il faut agir. Donc l'élan a été initié en commun d'ailleurs avec la police et la gendarmerie en 2007. Et ceux qui ont initié l'élan, ce sont des secouristes. Donc, et c'est eux qui ont suscité la prise de conscience institutionnelle. Donc là, on revient sur l'esprit rétex, c'est un petit peu ce qui le fil rouge, enfin un des fils rouges de notre conférence aujourd'hui, c'est que c'est du terrain qui est parti l'initiative, et les gens qui ont porté ce dossier le portent encore, sauf un qui est décédé en montagne entre-temps, mais c'est des pivots vraiment de ce dispositif, et c'est important pour nous, hiérarchie, de relayer ça parce que ça faisait vraiment écho à un besoin où tout le monde s'y retrouve, y compris les grands chefs, qui sont eux aussi sécurisés juridiquement. Merci. Un mot de la fin peut-être? Non? Forme de... Moi, je voudrais souligner quand même, sur ces deux protocoles, d'un côté un travail de longue haleine, de l'autre côté, une innovation. Et un des problèmes qu'on rencontre en fait, c'est la culture du retex, bien évidemment, c'est la connaissance, tout ce qu'on a dit, mais c'est aussi cette innovation. Je pense qu'on a passé les 10 dernières années à parler de normes, de protocoles. On s'est normé dans tous les sens. Il faut un protocole ci, il faut un protocole ça. Si j'ai pas mon protocole, je sais pas faire, je suis déstabilisé. Sauf qu'en passage, on a surtout tué l'innovation, alors qu'on a des mines d'or dans nos équipes qui ont inventé des choses extraordinaires sur tout un tas de réactions face à des problèmes. Sauf qu'on n'ose pas le dire parce que c'était pas le protocole, quoi. Et ça, c'est aussi quelque chose qui commence à changer, qui commence à revenir, mais à redonner cet état d'esprit à l'innovation, faire que l'innovation avance et le système D, le système D devienne la norme en fait, devienne l'idée qui est rediffusée à tout le monde. Et ça, c'est important. On le voit plus quand on a les vies en jeu. Quand on a la vie des sauveteurs en jeu, c'est plus vite fait que quand on doit aider une équipe médicale où de toute façon, voilà, on est deux secouristes et que c'est un état de fait. Ça, c'est pas autrement. Donc si j'ai bien compris, tous ces protocoles et tous ces normes, c'est bien, mais quelque part, ça vient un peu tuer la faculté d'adaptation de les facultés d'adaptation de toutes nos institutions. Ah non, ça vient aider. Par contre, la façon dont on les apprend et la façon dont on se raccroche tue la faculté d'innovation de nos institutions. D'accord. Merci beaucoup. Donc on a parlé d'équipe, on a parlé de confiance, on a parlé de coopération, on a parlé beaucoup aussi de la nécessité de mettre en place une culture du retour d'expérience intra et interservice, s'améliorer aussi dans sa faculté à pouvoir partager ses erreurs, les accepter, à pouvoir les partager. On a parlé d'initiatives personnelles et puis de mobilisation générale aussi pour cette conférence et pour sortir du système D par des protocoles innovants. Merci beaucoup d'avoir participé à cette conférence, messieurs, dames, merci beaucoup d'y avoir assisté. Bonne journée.